Bonjour très chers frères et sœurs, merci de me recevoir chez vous. Je suis votre frère le docteur Raphaël Ekamba. Merci pour les abonnements, merci pour les likes, merci pour les commentaires et merci pour le partage. Alors aujourd'hui, je voulais parler de Kagame et sa politique. Excusez-moi, et sa politique mensongère. Je voulais parler du fameux dialogue intercongolais parce que le président a reçu les gens de la SENCO. Je pense comprendre quelque chose, tout au moins en train de lire entre les lignes ce qui est en train d'arriver. Ça veut dire que je vais parler de l'accord de paix, mais je vais aussi parler de la rencontre entre la SENCO et CC. Je vais parler de la formation du gouvernement parce que j'avais suivi chez mon frère Kalonji TV comme quoi il y aurait un gouvernement qui va sortir d'ici vers le 15 juillet. Et chez Moubenga, Claude Moubenga, Jean-Claude Moubenga, j'avais suivi comme quoi ce gouvernement-là serait dirigé par Martin Fayulu. Et puis, je vais parler de frappe de l'Iran. La première des choses, vraiment, c'est une observation qu'il faut faire. Et j'observe tout simplement que le Rwanda est diplomatiquement au dos du mur, complètement coincé contre le mur. Alors, et c'est dans ces contextes-là qu'on va signer même les accords de ce 25 juin. Je vais parler de ces accords dans quelques heures. Alors, les leviers du Rwanda, c'était les militaires, ou tout au moins au niveau sécuritaire. On parle toujours de son armée comme une armée excellente, super entraînée, tout ça. Je constate, je ne sais pas si vous suivez ce qui se passe à Kinshasa, mais c'est comme au niveau de l'armée aussi, il y a une certaine remontada de patriotisme. C'est comme il y a un patriotisme énorme. Et je ne sais pas, de genre, on veut vraiment en découdre avec le Rwanda. L'armée est en train de se restructurer, de s'armer. Alors, quand vous suivez les choses, vous sentez on est en train de préparer un répondant contre le Rwanda de ce côté-là. Alors, là maintenant, il y a au niveau économique, le Rwanda est en difficulté. Le Rwanda est en difficulté économiquement et le président de la République est aussi, ou tout au moins le gouvernement, est en train aussi de tout faire pour mettre le Rwanda complètement à genoux. Alors, dernièrement d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu qu'il y avait deux drones, deux drones qui venaient de la Turquie, alors que les Rwandais sont allés chercher les drones à acheter des armes aussi en Turquie. On a refusé de leur vendre des armes. Alors vous comprenez que le Rwanda, petit à petit, par ce que Félix est en train de faire, est en train de mettre le Rwanda politiquement, économiquement, militairement à genoux. C'est ce que je suis en train de constater. Maintenant, je vois que quelques personnes avoir un peu de doute à propos des accords qui vont être signés le 27 juin de ce mois. D'ailleurs, moi, je suis en train d'attendre vraiment avec une grande joie ces accords qui seront signés le 27. Je vois, vous savez, je vois quelques personnes, surtout les gens du Rwanda, qui croient au poison rwandais, les gens qui sont en train de mettre en doute que non, il y aura peut-être d'autres accords qui seront signés. Après avoir signé les accords là, entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, le gouvernement va encore rentrer à Doha pour aller signer des accords avec les AFC M23. Ça, je dois tuer ces rumeurs juste maintenant. Je ne sais pas, je ne suis pas dans les secrets de toutes les négociations. Je ne connais pas, mais tout au moins, ce que je sais, c'est qu'il y aura seulement cet accord-là et c'est fini. Il n'y aura plus de négociations AFC M23 avec le gouvernement à Doha. C'est fini. D'ailleurs, on avait vraiment fait venir les Qataris à Washington. C'est la fusion maintenant de tout ce qu'il y a comme négociation, tout ce qu'il y avait en Afrique, tout ce qu'il y avait à Luanda, tout ce qu'il y avait CAC, tout ça fusionné
au niveau de Washington et ça sera signé, c'est fini, il n'y a plus rien. Donc si les gens de AFC M23 sont en train de propager des mensonges, ils sont en train de mentir. Ils sont en train de mentir. D'ailleurs, écoutez ce que le ministre rwandais des Affaires étrangères a dit à propos. Mais c'est Olivier Nduhungirehe. Alors, le ministre a précisé que cet accord n'est pas préliminaire et qu'aucun autre texte ne sera signé, à part le texte que les Américains ont préparé là, dans lequel il y aura, on respecte l'intégrité territoriale et la souveraineté, on parle du désarmement, on parle de désengagement, il n'y aura pas autre chose. Donc, pour les gens qui pensent que non, il y aura quelque chose d'autre, vraiment, parce que je sais comment le diable travaille. Le diable travaille comme ça. Il y a la vérité, mais il vient twister, je ne sais pas comment on dit twister, il vient vraiment mettre seulement un peu de confusion et les gens sont dans le doute. Il n'y a pas de doute à ce sujet parce qu'il n'y aura qu'un seul accord qui sera signé. Et quand cet accord sera signé, les gens de AFC M23 doivent désarmer. L'armée rwandaise doit se désengager. Et il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Alors, j'étais en train de dire que M. Kagame a une certaine politique qui était basée sur les mensonges. Ces mensonges sur les génocides, la bonne gouvernance, un miracle économique, cohésion nationale pour dire que les Tutsis et le Rwandais se sont réconciliés. Je constate tout simplement, peut-être c'est ce qui les rend malades, c'est ce qui peut-être qu'il a envoyé vraiment à l'hôpital, parce qu'il a construit cela et tout ce qu'il a construit sur ces mensonges-là est en train d'être détruit, est en train de vraiment s'écrouler comme un château de cartes. Parce que 30 ans durant, il était en train de construire ce mensonge-là et il constate que Tshisekedi lui a vraiment tellement mis de pièges partout. Il est tombé dans tout ce piège-là et il constate que vraiment tout ce qu'il avait construit, tout ce qu'il avait construit comme un mensonge est en train de s'écrouler. Alors, il ne faut pas me demander pour de preuves, parce que la seule preuve, c'est que le général ougandais qui nous narguait tout le temps, lui-même, il a réalisé ce qui est en train d'arriver. Il était à Kinshasa, il a rencontré Félix-Antoine Tshisekedi, Muhoozi. Il était à Kinshasa, non? N'est-ce pas, c'est lui qui disait toujours mon oncle. Soit l'oncle est malade, soit l'oncle est mort, soit l'oncle est incapable maintenant d'aider les neveux. Donc, les neveux cherchent d'autres alliances. C'est comme ça qu'il faut interpréter. Alors, vous comprenez que vraiment les choses sont en train de changer dans le sens très positif pour nous. C'est pour cette raison que j'avais fait un commentaire comme quoi vraiment Félix-Antoine Tshisekedi est comme Mobutu. Je n'ai pas dit qu'il est dictateur comme Mobutu, il gère comme Mobutu, mais tout au moins, quand Mobutu était au pouvoir, tous les petits pays, là, que ce soit l'Ouganda jusqu'en Afrique du Sud, ces gens-là venaient faire des courbettes à Kinshasa. Et c'est ça. Et d'ailleurs, le Congo est en train de reprendre cette position qu'avait le Zaïre du temps de Mobutu. Cette position que nous avons perdue depuis 30 ans. C'est pourquoi j'étais en train de comparer Tshisekedi à Mobutu. Pas beaucoup. Il y a des petits esprits qui ont commencé à dire « Oh, comment ?» Alors, les gens ne comprennent pas certaines choses. Alors, et j'avais comparé aussi Tshisekedi à Lumumba pour dire il nous apporte la libération. Je n'ai pas dit qu'il est Lumumba, mais je l'ai comparé à Lumumba parce qu'il nous apporte une libération depuis maintenant 30 ans. 30 ans, nous étions assujettis, nous étions esclaves de Kabila et sa clique de Rwandais, mais Tshisekedi nous sort de cela. Alors, il est comme Mouzel Oura Désiré Kabila parce qu'il y a un nationalisme, un sens d'héroïsme pour dire on va remettre cette guerre de là où elle a commencé. D'ailleurs, quand vous voyez, est-ce que qui peut d'autre a fait travailler le service national, l'idée de Laurent Désiré Kabila comme
Félix Antoine Tshisekedi, excusez-moi. Alors, c'est pourquoi je dis, en Tshisekedi, tu peux trouver un peu de Lumumba, un peu de Mobutu, un peu de Laurent Désiré Kabila, pour dire que tout le monde qui se réclame de Lumumba, qui se réclame de Kabila, qui se réclame de Mobutu, peuvent se retrouver et soutenir ou tout au moins trouver à Tshisekedi un leader qui les incarne, qui tout au moins qui applique la politique de leur famille leader ou de leur famille idole. Alors, c'est ça que je voulais dire. Alors, il y a des gens qui n'ont pas compris ça. Alors, dernièrement, il y avait aussi l'ancien ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Baruti, qui est, je ne sais pas si vraiment Kagame est mort ou je ne sais pas ce qu'il y a avec, mais tout au moins, il y a quelque chose là-bas qui se passe qui est vraiment un peu off, où on ne sait pas comprendre. Alors, il y a aussi cette histoire de congés, hein, parce que le Rwanda aura aussi son indépendance le 1er juillet. Alors, il y a eu maintenant une vacance de 7 jours. Ça aussi, ça pousse à la spéculation. Et il y a aussi Madame Ingebire, Victoire Ingébire, qui était arrêtée. Donc, je ne sais pas, parce qu'il y a souvent les gens qui parlent de Tshisekedi comme c'est un tyran, c'est un dictateur, c'est... Alors, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on va dire du Rwanda? Parce que je ne sais pas si vous avez suivi la petite histoire d'un monsieur qu'on appelle Chicken Chicken. C'est un Ougandais qui est parti là-bas au Rwanda, comme les Rwandais font toujours de la publicité pour leur pays. Maintenant, il est arrivé à la conclusion que le développement du Rwanda est overrated. Ce qui veut dire simplement qu'on exagère. On exagère, c'est ce que nous on savait toujours, qu'on était en train d'exagérer, que c'était seulement vraiment, seulement de la poudre aux yeux. Alors, il a dit ça et il a des tollés généraux de la part, parce que lui aussi, je crois, c'est un touti, un Banyankole de l'Ouganda. Il s'est mis à genoux pour demander pardon. Vous pouvez vous imaginer, il s'est mis à genoux pour demander pardon à Kagame. Pourquoi? Parce que Kagame tue les gens. Kagame tue les gens qui les critiquent. Alors il a eu peur, il s'est mis à genoux pour dire non, le Rwanda c'est un grand pays et tout ça. Alors vous comprenez que tout ce qu'on est en train de nous raconter au sujet du Rwanda, on est en train de constater que c'était vraiment de la poudre aux yeux et que vraiment la politique diplomatique, économique et même sécuritaire que M. Félix Antoine Tshisekedi est en train de mettre en place est en train de tout faire pour isoler et encore plus isoler le Rwanda jusqu'à ce que les Rwandais vont capituler, jusqu'à ce que les Rwandais vont tomber à genoux. Et croyez-moi, je vais encore vous montrer ce que je suis en train de dire. Alors, c'est dans ce contexte-là, je pense qu'il faut voir la venue à Kinshasa de M. Général Muhoozi. Il faut voir, c'est dans ce contexte-là qu'il faut voir cela, parce que le Rwanda voulait nous encercler militairement, nous infiltrer par les brassages et tout ça, toutes ces histoires-là, c'est complètement déconstruit. Alors vous constatez que le Rwanda, depuis un certain temps, va tout simplement d'échec en échec. Et c'est ce que cette histoire, cette visite de M. Muhoozi montre. Ça montre encore une fois un échec de messieurs Kagame, ou tout au moins de la diplomatie rwandaise, parce qu'on ne sait pas s'il continue, il est en vie ou pas. Alors, vous savez, le Félix Antoine Tshisekedi disait que la guerre a commencé. On a commencé à attaquer la République démocratique du Congo quand il est revenu de l'Ouganda. Alors là, ils se sont attendus, je me souviens, j'ai vu ces images-là, ils se sont attendus avec Yoweri Museveni pour mutualiser leurs forces contre les ADF, Nanou. Et puis aussi construire, sécuriser la route qui va de Kisindi en Ouganda, qui va passer par Beni jusqu'à Butembo. Et je pense que ça pourrait aller jusque même dans la province orientale. Et c'est là que le Rwanda n'a pas accepté. Ils se sont dit, pourquoi vous invitez
les Ougandais, pourquoi vous invitez les Burundais et pourquoi vous ne m'invitez pas non. Et c'est comme ça que la guerre a commencé. Alors aujourd'hui, que ces messieurs viennent à Kinshasa pour signer encore des accords, pour signer des accords bilatéraux, pour dire on va maintenant continuer à construire cette route et à sécuriser. Donc on revient au projet d'avant. On doit continuer cette route jusqu'à Butembo, jusqu'à Beni, et on va sécuriser, c'est un échec pour la diplomatie du Rwanda. D'ailleurs, ce n'est pas le président de la République qui a besoin de l'Ouganda. Yoweri Museveni a compris. D'abord, Kagame est vieux. Yoweri Museveni est vieux. Tous les deux veulent faire, je ne sais pas, en Ouganda là-bas, il veut remplacer son fils. Et j'étais toujours en train de vous dire qu'il y aura des gens qui vont venir faire des courbettes à Kinshasa. Les courbettes ont commencé. Les gens de Brazzaville vont venir faire des courbettes. Les gens du Rwanda vont venir faire des courbettes. Les gens de tous, comme au temps de Mobutu, tout le monde là va. Pourquoi? Parce que les géants au centre de l'Afrique est en train de se réveiller. Alors ils ont dit, ils ont fait de coopération militaire bilatérale. But, c'est surtout pour l'Ouganda, c'est tout simplement de sécuriser le pouvoir de Museveni, sécuriser le pouvoir de Muhoozi. Pourquoi? Parce que la République, ils sont en train de voir ce qui est en train de se passer. Ils sont en train de lire que la République démocratique du Congo est en train de renaître, non pas seulement de renaître, l'armée est en train de devenir de plus en plus puissante. Alors, ils sentent cela. Et c'est pour cela il est venu. Mais encore quelque chose de très important qui s'est passé, qui pousse les gens à la réflexion. Il y a un axe qui est en train de se construire entre la République démocratique du Congo, le Burundi et la Tanzanie. Et c'est un axe où les routes, au lieu de passer par le Rwanda, on doit passer directement Burundi, puis on contourne le Rwanda. N'oubliez pas, le Rwanda, c'est un petit pays enclavé. Et sans la République démocratique du Congo, l'économie du Rwanda sera complètement à genoux. Alors, pour que vous compreniez combien ce concept-là, combien le président de la République est en train de vouloir mettre à genoux le Rwanda économiquement, il faut demander M. Julien Paluku. Donc, par le système de débordement, quand les marchandises viennent, nous perdons 4 milliards de dollars. 4 milliards de dollars. Alors, c'est pour cette raison qu'il y aura un port sec à Tanzanie, 2 ports secs dans les Tanganyika et un autre dans les Katanga. Alors, vous comprenez qu'on fait tout cela pour, encore une fois de plus, isoler économiquement, sanctionner économiquement le Rwanda. Alors, but, c'est de mettre le Rwanda à genoux. C'est une forme d'embargo. C'est comme on a fait avec l'embargo, avec l'avion. On est en train de le faire maintenant par route. Et les conséquences ne seront pas marrantes pour l'économie rwandaise. Parce qu'une fois, le Burundi bloque, et puis l'Ouganda bloque, le Congo bloque, la Tanzanie bloque, c'est fini pour le Rwanda. Je ne sais pas si vous comprenez. Les Rwandais tentaient de nous encercler. C'est maintenant nous qui sommes en train d'encercler le Rwanda complètement. Alors, ça va être très difficile pour le Rwanda de ne pas coopérer avec nous, avec la Tanzanie, avec le Burundi et avec l'Ouganda. Alors, l'Ouganda a compris parce qu'il y avait un axe Rwanda, Ouganda, Nairobi. Alors, il y a beaucoup de problèmes entre Nairobi et Tanzanie. Alors, pour éviter des problèmes, l'Ouganda est en train de faire la même chose. Veut maintenant s'allier. Il y aura un axe Ouganda, Burundi, Tanzanie, République démocratique du Congo. Alors, ils vont rester dans cette histoire de CAC. Ils vont rester maintenant seulement Kenya et Rwanda. Vous comprenez? Vous comprenez? Et ça, ce sont les voisins directs du Rwanda. Donc,
le contournement, ou tout au moins l'encerclement a changé de camp. C'est maintenant le Rwanda qui sera encerclé. C'est comme ça qu'il faut comprendre la visite de M. Muhoozi à Kinshasa. Il est venu pour sécuriser son pouvoir, mais il a compris que les choses sont en train de changer. Il y a une dynamique entre la République démocratique du Congo, la Tanzanie et le Burundi. D'ailleurs, il y aura même un trait qui doit quitter la Tanzanie, qui passe par Bujumbura, passe par le Kivu jusqu'à Kindu. Alors, vous comprenez que c'est quelque chose qui est en train de se développer. Parlons maintenant, une fois encore, des fameux accords de paix qui devront être signés ce 27 juin. Je pense à propos, Trump a dit quelque chose. M. Trump a dit quelque chose. Mais avant que j'analyse ce que Trump a dit, alors il y a M. Bernabe Kinkaya-Bin Karoubi qui a rejeté cet accord et qui déclare que leur visite aux États-Unis était vraiment un succès parce qu'on leur a écouté. Ils sont allés parler au nom du peuple. Alors, et qu'est-ce qu'il dit, lui? Qu'est-ce qu'il dit à propos? Il dit que non, Kabila ne va pas quitter Goma, c'est ce qu'il dit. Et résoudre la question congolaise par une signature avec le Rwanda, c'est faire fausse route. Il faut à tout prix aborder la question congolaise interne par un dialogue pacifique. Monsieur Kabila est un homme de paix, un homme de dialogue, a-t-il insisté. Donc, lui, il a dit non, que non, ils n'acceptent pas ces dialogues-là, ils n'acceptent pas ces accords-là, parce que les problèmes, le fameux dialogue intercongolais n'est pas dans ces accords-là. Ce sont eux qui sont même en train de penser, ce sont eux qui sont en train de propager des mensonges comme quoi il y aura encore peut-être des accords entre AFC et M23 qui seront tenus au niveau de Doha. Et c'est dans ce contexte-là qu'ils sont prêts à participer à un dialogue, lui-même l'a dit, je l'ai suivi, qui est dirigé par les messieurs de la Senco, messieurs Cholet et les gens de Senco. Alors, le docteur Mukongo aussi s'oppose aussi aux accords parce qu'il pense que dans ces accords-là, il y a assez d'impunité et on risque de donner quelques primes ou de blanchir le Rwanda, d'abord blanchir le Rwanda, mais aussi donner une prime, une forme de prime d'impunité aux rebelles. D'impunité aux rebelles. Alors, je ne sais pas, là où j'ai lu, c'était chez Info 243. Là, j'ai lu aussi les questions, tout au moins les conditions que les gens du FC M23 demandent au gouvernement pour signer cet accord de paix avec eux. Il dit libération de l'air 700 personnes qui sont arrêtées, incarcérées, et annulation de la loi qui interdit les brassages et les mixages, annulation des poursuites judiciaires contre Kabila Nanga et les autres, et puis 8 ans de gestion autonome de la région Est, et quoi d'autre que les Kinyarwanda, je ne sais pas si ça c'est vrai, mais ça j'ai suivi ça chez messieurs HK Today, Honoré Kabongo, les Kinyarwanda comme une cinquième langue, Alors ça, c'est ce qu'ils ont posé comme question. Je venais de dire tout à l'heure qu'il n'y aura plus ces choses-là. Il n'y aura plus les négociations ne vont plus continuer. D'ailleurs, vous allez comprendre quand je vais parler du fameux dialogue. Les négociations ne vont pas continuer au niveau de Doha. Peut-être ça va me surprendre, mais ma compréhension de choses, il y aura un accord. Maintenant, les M23 AFC doivent désarmer. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'il faut comprendre même la visite de Muhoozi à Kinshasa. Une fois si les accords de paix sont signés, mes amis de AFC M23, ces rapprochements entre l'Ouganda et Kinshasa veut dire, une fois si les accords de paix sont signés et que le M23 est déclaré un groupe armé hostile, on va vous faire la guerre et ça va être vraiment... D'ailleurs,
Dernièrement, j'ai lu même les, comment, les commandants sud-africains qui disaient non, ils sont toujours prêts à rentrer au Congo pour encore combattre. Vous comprenez que une fois, si vraiment les accords sont signés et que vous ne désarmez pas, toutes ces armées-là vont vous faire la guerre. Même l'Ouganda, Bunagana sera fermé. Bunagana sera fermé. Ils vont fermer Bunagana pour vous. Alors, vous n'aurez qu'une seule sortie, aller vers le Rwanda. Et c'est là où les choses seront encore beaucoup plus claires à propos du Rwanda. Alors, vous savez, il y a une certaine clarté dans ces choses parce que il y a juste après, comme c'est Madame Bintou Keïta était là-bas, vous savez, les gens de Kivu Morning Post, comme juste après ces accords, ils sont venus pour nous dire non, ce n'est pas ce qu'il a dit, s'aimer la confusion. Alors, Madame Bintou Keïta a parlé une fois. Alors, ce que je suis en train de lire ici, c'est ce qu'il a dit vers avril. Alors, je m'imagine qu'elle est allée répéter la même chose aux gens du AFC M23. C'est pourquoi vous avez vu cette réaction-là de colère. Alors, vous devez rentrer là où vous étiez en novembre 2021, là où vous avez attaqué les FARDC. Il faut que vous obéissiez aux injonctions qui vous ont été données depuis le mois d'avril. Vous devez cesser immédiatement les hostilités. Vous devez vous retirer des localités occupées. Vous devez aller dans le processus de PPDRC, ou je ne sais pas comment ça se dit, de désarmement, réinsertion et tout ça. Vous comprenez si on vous tient un langage comme ça, alors que vous attendez encore des négociations, les gens deviennent méchants. C'est dans ces contextes-là qu'il faut comprendre cette histoire de AFC M23 est finie. Mouonzi va se coaliser avec les FARDC pour vous faire la guerre. Si vous ne savez pas, je vous informe. Je vous informe. Alors, une fois qu'on va vous déclarer personne non grata, d'ailleurs, vous êtes déjà personne non grata, mais une fois qu'on va signer les accords, on vous demande de désarmer, vous ne voulez pas, MONUSCO, il y aura d'autres pays qui vont venir, qui vont nous aider et on va vous bouter dehors. Alors, je vous informe, messieurs Nanga, messieurs Bissimois et Lexa. Alors, vous savez, l'une des conditions, et il demande toujours qu'il y ait cette histoire de dialogue intercongolais. Alors, dernièrement, je vois même les gens de Senko, de Sensa, Olengankoi, qui veut organiser une rencontre entre Félix et Kabila. Ça sont des bêtises. Ça sont des bêtises. Les gens aiment les Olengankoi. Ça sont des bêtises. Alors, il y a la construction du camp de la patrie. J'ai vu Sanga et Fayoul l'assemble, peut-être dans les consultations du gouvernement. Alors, je suis en train de prédire quelque chose. Je suis en train de prédire que d'ici là, ce camp de la patrie va tellement s'agrandir. Et je suis en train de voir Katumbi dénoncer Kabila. Parce que j'ai l'impression que la condition devient, il faut dénoncer la présence de Kabila Goma, il faut dénoncer le Rwanda, il faut dénoncer, parce que même Sesanga ne dénonçait pas le Rwanda. Hein? Alors, dernièrement, il a dit qu'il dénonçait la présence. Donc, ce cas-là est en train... Malheureusement, je ne suis pas... Parce que je n'aime pas tous ces gens-là. Ces méli-mélo, je n'aime pas. Parce que quand il y a trop de méli-mélo, on ne sait plus savoir qui est avec qui. Et ça devient vraiment une cacophonie. Alors dernièrement, j'ai appris que le samedi, le président a rencontré les gens de la Senko ECC. Pourquoi? Je suis en train de tout simplement de réfléchir là-dessus. Peut-être parce que le président avait promis cela à Fayoul. Parce que Fayoul veut la bénédiction de la Senko pour devenir premier ministre. Je ne sais pas. Je suis en train tout simplement de spéculer. Alors, d'après ce que j'ai lu, je crois c'est Actualité CD, le président est d'accord pour organiser une forme de dialogue et il a donné aussi des instructions à ses conseillers au niveau de la présidence pour approfondir cette question avec les gens de la Senko. Je ne sais pas si la sortie médiatique aussi de M. Bemba
n'a pas joué le rôle dans le sens où le président veut vraiment jouer au rassembleur, jouer à l'apaisement, parce que je trouve que c'est peut-être aussi sage de jouer à l'apaisement. Alors, il y a quelques conditions, je pense, qu'il faut pas que quelqu'un comme Kabila, Katumbi, Nanga ne doivent pas participer au dialogue. Et je ne sais pas, moi personnellement, je ne suis pas pour ce dialogue. Vous savez, hein? Moi, je ne suis pas pour ce dialogue, mais si le président pense que c'est une bonne chose, ok. Mais il faut des conditions, surtout parce que les conditions pour moi, les gens comme Kabila, Katumbi, je peux encore accepter. Les gens comme Kabila, les gens comme Nanga, les gens qui ont participé, qui ont tué, ne peuvent pas profiter d'un certain dialogue alors qu'ils sont déjà en train de perdre. Ils sont en train de perdre. Je ne vois pas pourquoi on doit leur donner encore la possibilité de venir parler, de venir vraiment se blanchir au travers d'une forme de réconciliation ou des choses comme ça. C'est pour cette raison, cette impunité-là. Mais on ne doit pas leur donner la possibilité. Ils doivent rester dans leur camp et attendre qu'on vienne vraiment les punir ou je ne sais pas quoi. Parce que vraiment, il faut qu'il y ait une forme de sanction pour ces gens-là. Sinon, ça va toujours se répéter. Alors, le dialogue ne doit pas être vraiment de l'homo. Vous savez l'homo, hein? Quand nous étions, on utilise le mot pour que nos amis deviennent, quand nous étions élèves, on utilisait toujours le mot pour que l'uniforme devienne tout blanc. Tu es sale, on met le mot et puis tu frosses. Et c'est ce qu'on veut faire de tous ces gens-là. Ils ont tué, massacré, violé, tout ça, on les met dans le mot, ils deviennent, et la Senko devient comme l'air homo. Alors ça, on ne veut pas ça. On ne veut pas de blanchissement, on ne veut pas de blanchissement, on ne veut pas d'absolution. On veut aussi que ces gens-là rendent compte. Alors, c'est pour cette raison, personnellement, si c'est ça la condition pour M. Fayoul pour devenir Premier ministre, je ne vois pas la nécessité. Je ne vois pas la nécessité. D'ailleurs, ce n'est pas le président qui a besoin de Fayoul, c'est Fayoul qui a besoin du président. Je vais être beaucoup plus clair. Parce que cette histoire, il y a cohésion. Il n'y aura jamais de cohésion parce qu'il y aura toujours des mécontentements. Il n'y aura jamais de cohésion. Alors, si peut-être on lui donne de former ce gouvernement-là, ça doit être un gouvernement très serré, un gouvernement efficace, nous éloigner des gens comme les Sesanga, les Bahati, les Kamere, vraiment, c'est poser seulement la question, qu'est-ce que ces gens ont fait pour la République démocratique du Congo pour que toujours les mêmes gens reviennent? Il faut quand même qu'il y ait un break. Il faut qu'il y ait au moins vraiment, on coupe ce cordon ombilical qui nous lie politiquement à ces gens-là. C'est pourquoi je pense, c'est comme je venais de dire, le président n'a pas besoin de Fayoul. Si Fayoul insiste pour son dialogue et avoir des gens inutiles, non, il ne va pas entrer dans l'histoire parce qu'il a formé un gouvernement avec Fayoul. Non, il va entrer dans l'histoire parce qu'il a fini la guerre à l'Est, parce qu'il nous a libérés du joug de Rwandais et parce qu'il est en train de changer de certaines choses, mais pas à cause de Fayoul. C'est pour cette raison, personnellement, je ne suis pas très chaud, parce que ça va encore nous amener les gens comme les Sesanga. Par exemple, le seul endroit où je pense, si par exemple, il y a fait un gouvernement au niveau de la justice, comme Moutamba n'est plus là-bas, on met une certaine personne aussi compétente comme Madame Kaikwamba. Au niveau en tout cas, si vous formez votre gouvernement, là, ne sortez pas cette femme-là. Hein, Monsieur Fayoulou, ne sortez pas cette femme-là, parce que si vous sortez cette femme-là, vraiment, je serai la première personne qui va commencer à vous attaquer. D'ailleurs, on va vous attaquer parce que vous n'avez pas de base, mais il faut que ce gouvernement-là soit serré, que ce soit un gouvernement des hommes responsables. Au niveau de la justice, quelqu'un de beaucoup plus fort que Moutamba, et tu laisses la Madame Kaikwamba. Alors j'insiste, le président n'a pas besoin de toi. Si je suis honnête, hein, il n'a pas besoin de toi. Il n'entre pas dans l'histoire parce qu'il a travaillé. C'est vous vous avez un certain âge, et si vous ne profitez pas de ces moments ici, vous n'aurez pas la possibilité de gérer le Congo. Je vous dis vrai. Je vous dis vrai. Alors il faut pas vraiment nous amener encore les gens comme les Sesanga, tout ça, non. Non. Vraiment, si c'est à cause de ça qu'on a besoin,
On a besoin, si il faut qu'elle se s'engage au gouvernement pour qu'il y ait la cohésion. Moi, je dis, on n'a pas besoin de ça. On n'a vraiment pas besoin de ça. Alors, il y aura peut-être un dialogue, comme je venais de dire. Il y aura un dialogue. Et on va voir ce que ça va donner. On va voir. OK. Je ne sais pas, mais je ne suis pas pour le dialogue. OK, mais le président a reçu les gens de la Senco. C'est sûr qu'il y aura une forme de dialogue. On va voir ce que ça va donner. Nous, on ne va pas accepter qu'il y ait de l'impunité. Jamais, jamais. Alors, vous savez que Trump a parlé à propos de la République démocratique du Congo et il était en train de parler, il a dit ceci, parce que je voulais parler de la bonne nouvelle que je pense pour moi, pour Israël. Ça, c'est une bonne nouvelle pour Israël que Trump a attaqué les réacteurs nucléaires de l'Iran. Pour beaucoup de gens, peut-être ce n'est pas une bonne chose. Pour moi, c'est une bonne chose. Parce que je soutiens Israël. Je soutiens Israël. Moi, je n'aime pas, mais je ne suis pas vague. Je suis clair sur ces choses. Je suis chrétien et je soutiens Israël. Alors, il y a des gens qui vont dire, tu soutiens Israël aveuglément. Non, mais moi, je soutiens Israël. Alors, je vois ce qu'Israël est en train de faire. C'est un petit pays. Moi, j'ai été là-bas 3 fois. Alors, si tout le monde devait tuer les Juifs, ils n'ont qu'un seul pays et c'est ce petit pays-là. Alors, c'est pourquoi moi je le soutiens. Mais vous avez vu la communication, la communication de Trump. Donc, Marco Rubio tous, ils étaient en tenue noire, veste noire et tout ça. Qu'est-ce que ça vous dit? Ils annoncent la mort. Ils annoncent la mort. Ils annoncent le deuil là-bas. En chose. Et Trump lui-même, il était à bleu foncé. Alors, vous comprenez qu'il voulait aussi, par les habits, transmettre un message aux gens de l'Iran. Mais je pense que c'est une bonne nouvelle pour l'Israël, une bonne nouvelle pour tout l'État juif. Parce que l'idée même de détruire l'État juif maintenant, c'était même l'idée même des mollahs ou des ayatollahs de construire d'avoir une arme nucléaire pour se protéger et des États-Unis et des autres puissances et vraiment menacer la sécurité d'Israël. Alors, je ne sais pas comment on peut vraiment, pour cette histoire-là, une leçon peut-être pour le Congo et pour le Rwanda. D'abord, la première des choses. Je vous ai toujours dit que Trump veut avoir un prix Nobel de la paix. Un prix Nobel de paix ou je ne sais pas, de la paix, ou je ne sais pas. Il veut avoir ça. Pourquoi? Parce qu'Obama a eu ça. Je vous ai toujours dit que Trump fait beaucoup de choses tout simplement pour prouver, parce qu'il veut être mieux qu'Obama. Obama a un prix Nobel de la paix, lui aussi il va avoir un prix Nobel de la paix. Alors c'est une façon, il a gagné maintenant les élections 2 fois, il est reconnu au niveau national chez eux, mais au niveau international, il veut aussi entrer dans l'histoire internationale en recevant le prix Nobel de la paix. Dans le passé, on l'avait nommé, on a proposé, mais il y a même cette fois-ci le Pakistan qui dit qu'il va encore proposer, mais on n'a jamais voté Trump. Alors, il faut comprendre que les pays scandinaves, la Suède, le Danemark, la Norvège, la Finlande, ce sont des gens un peu très libéraux. OK. Alors, c'est pourquoi je ne sais pas, il y a un problème pour Trump d'avoir ce prix Nobel de la paix. Il veut en avoir, mais dans le passé, les 4 ans passés, ils ont envoyé tout ça, il n'a jamais reçu ça. Alors, je ne sais pas cette fois-ci. Moi, je pense, ce n'est pas la guerre en Ukraine, ce n'est pas la guerre entre l'Ukraine et la Russie qui pourra lui donner ce prix Nobel de la paix.
Ce n'est pas la guerre, les différentes guerres que lui l'a nommées, mais c'est les accords de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda qui pourront donner à Trump ce prix Nobel de la paix. Et c'est pour cette raison, c'est une bonne nouvelle pour nous. Pourquoi je pense comme ça? Parce que c'est une guerre qui est connue, une des guerres les plus cruelles, connues dans le monde entier. 30 ans durant. Alors, Trump, lui, il a dit comme ça, Trump a écrit dans son Truth Social, « Je suis très heureux d'annoncer que j'ai arrangé avec le secrétaire d'État Marco Rubio un merveilleux traité entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda. » Et la République du Rwanda, viens un peu ici. Dans leur guerre qui était connue pour ces violentes effusions de sang et ces morts plus encore que la plupart d'autres guerres et qui a duré des dizaines d'années. Des représentants du Rwanda et du Congo seront à Washington lundi pour signer les documents. C'est un grand jour pour l'Afrique et franchement un grand jour pour le monde. Je n'obtiendrai pas le prix Nobel de la paix pour cela. Je n'obtiendrai pas le prix Nobel de paix pour avoir mis la guerre entre le Rwanda et le Congo et quelque chose comme ça. Vous comprenez, parce que Trump, c'est un grand communicateur. Il est en train de demander un prix Nobel de la paix pour avoir mis fin à cette guerre. Et moi, je pense à cause de cette guerre, il pourra recevoir ce prix Nobel de la paix. Parce qu'il est venu faire la paix. Alors, attendons voir si Trump va avoir son prix Nobel de la paix. Alors, il a cité beaucoup d'autres guerres où il est intervenu, et ça c'est juste, hein, parce qu'il y a vraiment la guerre entre l'Inde allait éclater, il n'y a pas de guerre. Le Kosovo-Serbie allait éclater, il n'y a pas de guerre. Donc, il y a vraiment, ok, je ne suis pas d'accord avec les Abraham Agreement, mais c'est quelque chose aussi parce que l'Arabie Saoudite a reconnu Israël, le Qatar a reconnu Israël, beaucoup de pays arabes ne reconnaissent pas Israël. Donc, quand même, il a fait certaines choses où je pense qu'il a fait beaucoup plus de choses qui contribuent à la paix qu'Obama a fait. Et pourtant, Obama a reçu ce prix Nobel de la paix. C'est pour cette raison, je pense que cette fois-ci, lui va recevoir ce prix Nobel de la paix à cause de la paix qu'il va amener au niveau de la République démocratique du Congo. Alors, imaginez-vous maintenant, si ce qu'il est en train de faire avec l'Iran. Donc, si maintenant, la République du Rwanda refuse de signer les accords, refuse d'implémenter les accords, qu'est-ce qui va arriver avec le Rwanda? Je m'imagine qu'on ne va pas venir jeter des bombes au Rwanda, on ne va pas mettre des hommes américains sur le sol, mais le Rwanda, c'est un petit pays, il suffit seulement de le sortir du système SWIFT et c'est fini. Alors, ils vont recevoir des sanctions qui vont vraiment les mettre complètement à genoux. Alors, c'est pour cette raison, je pense que cet accord qui sera signé le 27 juin, non pas seulement donne à Donald Trump peut-être un prix Nobel de la paix, mais ça va nous conduire vers quelque chose de grand pour la République, un début de renaissance pour la République démocratique du Congo. La paix et la vraie paix va venir. Il y aura un peu de tergiversation. C'est comme un serpent. Hein? Quand vous avez tué le serpent, la tête est toujours là. Il faut faire attention quand vous avez tué le serpent. Il peut encore te mordre, mais la tête est encore là. Mais sinon, après quelques temps, et la tête et la partie qui a été coupée va mourir. Mais c'est là où nous sommes maintenant. C'est la tergiversation du M23, c'est oh non, il y aura encore des accords. Il n'y en aura pas. On attend les 26 et on va voir ce que ça va donner. Alors, très chers frères et sœurs, ça c'est une bonne nouvelle de savoir que les accords arrivent bientôt, le 26. Que
Que le Seigneur te bénisse. Ou que le Seigneur vous bénisse.